Donc on était parti de l'idée que on va mettre au tableau les préoccupations, questions, réflexions avec lesquelles vous êtes venus. Pas toutes peut-être, mais les plus importantes. Et puis essayer de développer le temps qui nous est donné à travers des blocs ou des points, des interrogations ou des mots avec lesquels vous êtes venus dans cette salle et sur lesquels vous voudriez qu'on discute. Alors avant ça, il faut qu'on se présente. Jacques. Oui, merci Paul. Bon, mon nom est Jacques Van Rekevorsel, je suis ingénieur, mécanicien, je travaille chez Solvay, où je suis membre du comité exécutif. Voilà. Bon, mon nom est Paul Dembinski, je suis professeur à Fribourg et je suis directeur d'un petit think tank à Genève qui s'occupe de questions d'éthique et finance. Et alors peut-être je vous dirai 2 mots sur l'origine de cet observatoire, qui était une question posée il y a plus de 20 ans par le président des écoles polytechniques fédérales, qui est venu dans mon bureau et il a demandé à quoi servait la finance. Et comme c'était un personnage qui avait il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de financement de grands ouvrages d'art, beaucoup d'activités industrielles, etc. Venant de lui, cette question m'a totalement surpris. Et puis voilà, ça fait 20 ans qu'on est plus ou moins sur ce point d'interrogation. À quoi sert et comment les marchés financiers ou la finance peuvent servir le bien commun. Donc ça, c'est le point, je crois, qui peut être un des éléments de la discussion aujourd'hui. Alors, à vous la parole. Quels sont la dernière fois, je me suis mis au tableau et puis j'ai mis tout simplement les questions, les thèmes, les concepts. Alors, on a essayé de faire un peu d'ordre avec tout ça. Paul, je vais aussi mettre mon point d'interrogation, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Donc, comment est-ce que la finance peut-elle servir le bien commun? Et alors, moi-même, j'ai un petit peu réfléchi à la question, mais comment est-ce qu'une entreprise peut servir le bien commun, une entreprise industrielle? Et alors, j'ai modestement couché ces réflexions dans un livre qui s'appelle « L'entreprise, moteur de progrès, point d'interrogation ». Donc nous avons tous les deux notre point d'interrogation et j'ai eu le grand privilège d'avoir l'introduction rédigée et signée par Philippe de Hoodt, ici présent. Alors, quels sont les... Allez-y, monsieur. Alors, je commence à résoudre une tension qui est la suivante, c'est que plus vous êtes, disons, bas, entre guillemets, dans l'échelle d'une entreprise, plus votre impact ou votre capacité à fermer vos convictions s'oppose éventuellement à la hiérarchie, et que plus on est haut dans la hiérarchie... L'interprète demande que je donne le micro. Plus on a dû quand même faire des compromis. Bien sûr, il y a toujours des exceptions avec les valeurs qu'on a voulu défendre, mais également plus on a une responsabilité vis-à-vis de ces valeurs, et en particulier les valeurs chrétiennes. Donc c'est du très concret, c'est une question que j'essaye de formuler de manière abstraite, mais je crois que c'est du concret vécu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sentent perdus dans des entreprises. Ils sont dans des entreprises dont le produit ou dont les manières ou dont les objectifs sont en contradiction avec leurs valeurs, et ils sont face à une hiérarchie qu'ils doivent respecter, mais en même temps ils veulent garder leur travail. Et puis on voit bien que je pense que même des gens haut placés dans des entreprises, ils ont à rapporter à leurs actionnaires, ils ont à rapporter à leurs collaborateurs. Tout ça, ça crée une tension qui me semble, a priori, difficile à résoudre. Voilà. Est-ce qu'on pourrait presque l'élargir aussi aux organisations qui ne sont pas nécessairement des entreprises, Très bien. D'autres thèmes? Oui, madame. Ça rejoint la question. Une des perversions de cela, c'est la rupture des employés dans le milieu professionnel avec l'entreprise, avec l'économie. Donc cette rupture peut se manifester par un burn-out ou, pour ceux qui ont de la chance, devenir indépendant ou créer son propre job, sa propre activité pour rester avec ses valeurs chrétiennes et ses valeurs humaines et ne pas se laisser écraser par le monde économique. Merci.
Moi, ce qui m'intéresserait comme question est de savoir si, en étant chrétien et en ayant des valeurs fortes, on n'hypothèque pas ses chances de succès. Voilà, moi, c'est plutôt un peu plus en tant que jeune, donc voilà, une réalité qui me touche. C'est donc voilà, je suis en 2e année de master pour l'instant, et donc je vais bientôt terminer mes études. Et je me dis un peu, donc voilà, j'ai été au JMJ, donc j'ai je sors un peu avec un idéal de vie que j'aimerais pouvoir développer. Et je me rends compte, voilà, je me tourne petit à petit vers les entreprises, et je me dis, voilà, comment est-ce que je pourrais essayer de concilier cet idéal de vie qui est d'essayer de pouvoir servir les autres. C'est ce que le pape François disait au JMJ, allons ensemble pour servir. Comment est-ce que je peux concilier cette volonté de pouvoir servir les autres et peut-être éventuellement aussi travailler dans une entreprise? Est-ce que c'est faisable? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me pose plutôt des questions macroéconomiques. Je travaille au sein de la Troïka portugaise. Donc, la Troïka, sont les 3 institutions qui sauvent la Grèce, mais aussi d'autres pays en Europe, y compris le Portugal. C'est mon pays, où je travaille sur le côté bancaire. Et bon, ici en Europe du Nord, on doit moins expliquer la nécessité de redresser l'économie de ces pays-là qui, pendant 10 ans, ont fait ce qu'ils ont fait, on va dire. Et je me demande comment le redresser ces pays, vers quel futur et comment y garder une certaine espérance. C'est surtout ça le grand mot, de l'espérance et comment communiquer la justice de ce que la Troïka fait dans ce pays-là. Voilà. On va faire un premier tour. Ah, madame. Oui, une question plus générale. Qu'est-ce que vous pensez des sources d'inspiration des institutions de Bretton Woods qui ont quand même beaucoup à dire dans la croissance économique, les méthodes? Voilà, est-ce qu'ils sont bien inspirés? On a fait un premier tour. Alors, il y a, comme ça, à vue de nez, il y a un grand bloc autour de la personne et l'entreprise, des valeurs de la personne dans l'entreprise, qui va, pour ainsi dire, jusque-là, hein, tout ce qu'on a dit au début, des questions de rupture, de burn-out, éventuellement de sortie d'entreprise, des valeurs, de tension, de possibilités d'impact. Donc ça, c'est éminemment Jacques. Et ensuite, le redressement macroéconomique et les institutions de Bretton Woods, qui est la partie un peu macro. On pourra déborder, après on pourra refaire un deuxième tour de piste, mais commençons déjà avec celui-là. Jacques, la balle est visiblement dans ton corps. Alors, merci pour cette question, enfin ces questions, parce qu'il y en a plusieurs. J'aimerais commencer, avant de me jeter sur les réponses aux questions mêmes, planter un peu le décor et dire comment moi je vois une entreprise et voir alors à ce moment-là la relation avec l'homme et de manière générale avec le reste de la planète. Donc une entreprise, au départ, est, je dirais, un instrument qui est là pour innover. Si vous retournez donc à la définition de l'entrepreneur, c'est un innovateur. Schumpeter a parlé de destruction créatrice. Donc c'est la partie créatrice qui est plus intéressante que la destruction, bien que parfois l'un nécessite l'autre. Donc l'entreprise est un instrument qui innove. Et alors, une fois qu'on a dit ça, il faut se dire, oui, mais l'innovation, on a toujours fait ça, depuis toujours. Il faut voir dans quelle direction on innove. Une innovation peut être bonne, ou au contraire peut être effroyablement mauvaise. L'homme est démontré dans toute l'histoire qu'on peut voir qu'il était capable des meilleures choses en innovant, mais il était capable également des pires choses en innovant. Et là, on touche à une autre dimension
importante d'une entreprise, donc une entreprise innove, mais une entreprise, donc justement, cette innovation doit être orientée et il y a un départage entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de son innovation. Et là intervient la conscience, intervient l'éthique de l'entreprise. Et vous allez voir qu'on va se rapprocher de l'homme tout doucement. Donc, une fois qu'on a dit ça, une entreprise a 3 manières pour exprimer son éthique. On a vu qu'elle innove, c'est clair. La première manière pour exprimer son éthique, c'est la direction dans laquelle elle fait aller son innovation. Est-ce qu'elle la fait aller vers le bien commun, répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité, et on peut y revenir si vous voulez, ou au contraire, elle s'oriente vers simplement création de richesse donc shareholder value d'une manière, je dirais, aveugle, quelles que soient les conséquences. Ça, c'est la première manière par laquelle une entreprise peut exprimer donc, son éthique, la stratégie qu'elle suit. La deuxième manière, c'est la manière dont elle fonctionne, ses processus opératoires, sa consommation de ressources, la manière dont elle rejette ses effluents quand il s'agit d'une entreprise qui rejette des effluents. Et ça, c'est la partie, je dirais, donc opératoire. Et là, elle doit être excellente. D'une part, donc, une innovation orientée bien commun. Deuxièmement, des modes opératoires qui sont excellents, les mieux possibles. Et savoir qu'en permanence, elle peut faire mieux. Les technologies évoluent en permanence. Et une troisième manière pour exprimer son éthique, c'est les gens. Les gens qu'elle a chez elle. Les gens avec qui elle est en contact. Ça peut être le prochain proche, mais aussi ces produits finissent quelque part, et donc ça peut être également le prochain lointain. Maintenant, tout est global. Vous faites quelque chose ici et ça finit en Chine ou ça finit en Amérique du Sud. Donc, il faut penser à ça. Donc, les gens. Et la manière dont l'entreprise s'assume la responsabilité de ces gens, en les développant, en leur permettant de déployer un maximum de potentiel, est aussi une expression de son éthique. Et donc, il est vrai que suivant les circonstances et suivant la position que vous avez dans l'entreprise, vous pouvez jouer sur le premier tableau, la stratégie, vous pouvez jouer sur le deuxième tableau, c'est-à-dire les modes opératoires et l'excellence opérationnelle, et puis la troisième, c'est-à-dire le contact avec les gens. Ça, c'est clair. Et il y en a qui agissent sur les 3 tableaux, enfin, il y a toutes les possibilités. Et donc, maintenant, j'arrive vraiment aux personnes. Je crois que chacun dans une entreprise a le devoir, et c'est de plus en plus affirmé d'une manière, je dirais, forte, a le devoir de faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre donc, entre ces différentes composantes dans une entreprise. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des entreprises qui mettent leurs gens sous pression ou qui les rendent dans des situations très difficiles. Ben oui, ça fait partie justement de l'éthique de l'entreprise et le monde n'est pas parfait et donc il faut arriver à changer ces entreprises. Il faut dire qu'actuellement, même si des cas nombreux, trop nombreux, existent donc de situations comme celle-là, les entreprises sont de plus en plus mises sous pression elles-mêmes par un ensemble de vecteurs. Premier, c'est parfois d'ailleurs directement les actionnaires. Vous avez les actionnaires eux-mêmes qui, on parlait tout à l'heure de active belegers, donc eux-mêmes qui s'inquiètent de ça et qui essayent de savoir si ça se passe comme ça se devrait. Vous avez également des instruments de cotation, le Dow Jones Sustainability Index, enfin c'est encore un peu global, c'est encore un peu imparfait. Enfin, il y a une tendance qui fait en sorte que les entreprises sont surveillées, elles ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent. Et il y a même des actionnaires, des institutions, par exemple, qui disent nous n'investissons pas dans une entreprise si elle n'a pas tel classement, tel classement, tel classement. Donc il y a une tendance qui va dans ce sens-là.
Et puis alors, clairement, en interne, maintenant, dans les codes de gouvernance interne des entreprises, vous avez de plus en plus également des canaux de surveillance du personnel par le personnel, donc des hotlines. Donc chez nous, nous avons une ligne anonyme. Quiconque se sent maltraité par son chef et par son environnement peut téléphoner à cette hotline d'une manière anonyme et expliquer son cas. Et puis son cas est bien sûr donc par après instruit et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a une surveillance qui fait que donc, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Mais il est vrai qu'il y a des situations où les choses sont insupportables. Mais comme je vous le disais, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Merci, c'est un thème extrêmement vaste et extrêmement important. J'ai parlé ce matin, en parlant de voiles, j'ai mentionné 2 voiles qui nous cachent la réalité, l'argent et la personne morale. Et là, on est au cœur de la personne morale, qui est une construction juridico-comptable. Et dans la littérature du sujet éthique d'entreprise, etc., on se pose depuis au moins 20 ans la question, est-ce que les entreprises ont une conscience? Est-ce que les entreprises peuvent pécher? Est-ce que les entreprises sont uniquement est-ce que c'est des personnes morales? Est-ce que c'est des personnes amorales? Est-ce que c'est des personnes amorales à responsabilité limitée? Ou est-ce que c'est des personnes amorales à irresponsabilité illimitée? Et en fait, la réponse que l'on donne dépend de ces soft factors que Jacques vient de mentionner, parce que dans le statut d'entreprise, dans la construction juridique, il y a de la place pour le meilleur, mais malheureusement, il y a aussi de la place pour le pire. Et c'est cette marge, je crois, qui nous intéresse. L'actuel archevêque de Canterbury, Justin Welby, quand il a fini ses études de théologie, il a fait un papier qui s'appelle Can Companies Sin? Après avoir été pendant 15 ans à la City, il est en train de faire un livre là-dessus, mais vous le trouvez encore sur Internet, son Can Companies Sin, et il arrive à la conclusion, oui, absolument, elles doivent être tenues responsables un peu de la même manière. Il y a une responsabilité morale que les entreprises peuvent engager. Donc, mais indépendamment de la structure, parce que la compagnie ne peut être que punie par l'extérieur par une amende, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas tuer une entreprise, on peut éventuellement la démanteler, on peut lui obliger de vendre quelque chose. C'est très rare qu'on a démantelé véritablement qu'on a fermé une entreprise, c'est arrivé quelques fois, mais j'aurais de la peine à citer beaucoup d'exemples. Donc, la structure elle-même, elle est capable de supporter le meilleur et le pire. Ce que l'on a vu durant les 30 dernières ou 40 dernières années, c'est une croissance des organisations. Donc il y a des monstres économiques aujourd'hui qui se baladent à travers le monde, quelques milliers de ces monstres économiques. Et dans ces monstres économiques, la recherche d'efficacité a conduit à des procédures de plus en plus strictes. Et souvent à des marges de manœuvre individuelles de plus en plus faibles. Si vous lisez ce que j'ai fait, les rapports qui ont autour de la catastrophe du golfe du Mexique, là, le Deepwater, autour de BP, vous voyez partout la discussion des marges de manœuvre qui devenaient de plus en plus étroites et que les collaborateurs lisaient comme une déresponsabilisation, parce que c'est la procédure qui gère la boutique, c'est pas moi. Donc que ça soit Jean-Jacques ou François qui soit assis à une chaise, voilà ce qu'ils doivent faire. Cette procéduralisation, d'un côté, du point de vue du management, elle peut donner une assurance que les choses seront faites comme il faut, comme on a décidé. Du point de vue du collaborateur, elle peut avoir 2 effets. Un que j'appelle l'aliénation éthique. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce que je fais, pourquoi je le fais, mais je le fais parce que c'est écrit. Donc je débranche. Alors des fois, cette aliénation éthique, elle est imposée. Des fois, c'est aussi une position confortable. Je ne veux pas comprendre ce que je fais. On me dit de 8h du matin à 4h d'après-midi, je fais quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour moi, je ne sais pas quelles sont les conséquences. Finalement, ce n'est pas mon problème, c'est celui de l'entreprise. Donc il y a cette aliénation éthique, je pense, qui est une réalité. Et moi, je l'ai rencontrée dans plusieurs des interviews que j'ai fait avec des collaborateurs, souvent avec du middle management ou en dessous. C'est au niveau du middle management que ça se trouve, je pense, le plus fréquemment.
Et alors là se pose la question que tu as mentionnée, c'est celle des 3 facteurs de l'éthique. Et moi, j'ajouterais un 4e, mais peut-être il est inclus dans ton 2e, à savoir la question de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est cette dimension software, quelque part. C'est pas seulement la charte des valeurs, c'est pas le code de bonne conduite de gouvernance, c'est quelque chose de beaucoup plus. Je crois que c'est Herriot qui définissait la culture au niveau politique, enfin au niveau social. Il disait la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et je pense que c'est un peu vrai. Ce sont des réflexes qui sont dans l'entreprise, qui font partie de la vie de l'entreprise et qui reviennent au moment où justement il n'y a pas d'instruction, où il est peut-être une situation de tension ou de crise. C'est les réflexes qui prennent c'est les réflexes qui prennent le dessus parce qu'il n'y a plus le temps de faire des expertises, de faire des recommandations. La maison est en train peut-être pas de brûler, mais en tout cas d'être secouée. Donc cette culture, c'est pas seulement ce qui est affiché, c'est ce qui est vécu. C'est ce qui est vécu. Et donc elle devient très difficilement saisissable. Et l'autre jour, avec des amis allemands, on réfléchissait à la question de l'habitude en entreprise. Dans l'habitus aristotélicien, qui théoriquement est une manière de former son caractère vers des bonnes habitudes, dans lesquelles les vertus s'expriment. C'est tout le secret de l'éducation et ensuite de cheminement de chacun d'entre nous, et un appelé, selon Aristote, et une bonne partie de philosophie thomiste, à nous perfectionner en développant en nous des bonnes habitudes, des habitus. Est-ce qu'on peut appliquer des bonnes habitudes, pas seulement des habitudes, mais des bonnes habitudes, des habitudes vertueuses au sein des entreprises? C'est toute la question des tensions que vous mentionnez ici. Et ce que moi, malheureusement, j'ai souvent rencontré, c'est qu'on parle de culture dans une perspective top-down. Le management, le big boss éventuellement, il y a aussi des boss qui aiment bien dire la culture c'est moi. Donc le top-down, et puis ensuite, messieurs, mesdames, exécutez, appliquez. Voilà la culture. Allez, courez. Or, la culture, elle doit se construire, elle doit s'expliciter dans un mouvement top-down, bottom-up. Mais je crois que le bottom-up, c'est justement ce que vous dites. C'est pour éviter, pour que le collaborateur reconnaisse ses valeurs dans les valeurs de l'entreprise. Et là, c'est pas évident du tout. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas du tout envie de faire cet effort. J'ai développé une méthode qui fait ce genre de diagnostic dans les entreprises sur les tensions éthiques à l'intérieur des entreprises. Je vous ai montré ce matin la formule avec les 4 soucis. C'est un peu qu'est-ce qui se passe dans une entreprise quand il y a une tension. Parce que quand on peut satisfaire les 4, la performance, le droit, l'action professionnellement bonne, l'impact sur les tiers, quand on peut faire un truc qui satisfait les 4 critères, pas de problème. Mais quand il faut choisir, quand c'est l'un ou l'autre, quand tu disais l'éthique, c'est quand ça commence à faire mal. Ben oui, ça veut dire qu'il faut abandonner. Ah oui, c'est ça, tu citais Philippe, exactement. Voilà, tu citais Philippe, c'est juste, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est quand il faut faire un choix. Et je me souviens d'un rapport qu'on a rendu dernièrement devant un conseil d'administration, où il ressortait, la question était entre la performance et la légalité. Qu'est-ce qui se passe si vous pouvez satisfaire le client seulement en étant un peu souple avec une réglementation interne? La moitié des personnes interrogées ont dit on va pour le client, pour le chiffre d'affaires. L'autre moitié, en gros, l'autre moitié disait on respecte la procédure. La réaction au niveau du conseil d'administration de la direction générale. Bien sûr, le gars du marketing était heureux. Ah voilà, les gens débrouillards, ils se laissent pas étouffer par les procédures. Je vous ai toujours dit, vous, les juristes, les déontologues, etc., la vie est plus forte. Les gars qui font du contrôle, les gars qui font de la finance, ils disent attendez, on a une entreprise de 1 millier de personnes, et puis on ne sait pas comment fonctionne, où va le bateau. Parce qu'on fait des procédures, on dit comment faire, etc., puis on apprend ensuite qu'à la moitié des cas, potentiellement, c'est pas appliqué. Alors moi, ça me fait penser à une autre réalité, à la réalité de l'Europe de l'Est, que malheureusement j'ai connue, où il y avait aussi cette dimension d'absurdité quelque part, et puis il y a la réalité. Je ne dis pas toujours que dans les entreprises
Marché, c'est l'absurdité. Mais cette vision virtuelle du monde, à travers des paramètres, à travers des objectifs, à travers des attentes, et puis la réalité. Et puis il y a une tension entre ces deux. Et alors dans cette tension, qu'est-ce qu'on fait? Soit il y a quelqu'un qui doit soit sauter parce qu'il y a un arc électrique, donc il y a une tension qui s'avère quelque part, donc les objectifs ne sont pas tenus, donc tu t'en vas, ou bien tu sautes psychiquement, ou bien tu aménages les bidons, je viens d'en parler, et tu aménages l'absurdité. Quelque part. On s'accommode de l'absurdité. Et moi, je rencontre de plus en plus souvent, dans les entreprises de l'économie de marché, des situations où des gens expliquent comment ils ont aménagé l'absurdité. Parce que s'ils avaient fait, c'est aussi bien au niveau des petits services qu'au niveau des décisions beaucoup plus importantes, si on avait suivi les règles du jeu, ça serait une absurdité. Regarde, c'est une absurdité. Donc il faut qu'on prenne sur nous, et c'est pas reconnu parce qu'on se met dans une position de danger. Parce que d'un côté, si ça réussit, tout le monde sera content parce que ça aura marché, mais si il y a quelque chose qui marche pas, c'est moi le coupable parce que j'ai pas suivi la procédure. La procédure est absurde. Mais ça, personne ne le sait. Et je pense que là, il y a effectivement un problème de culture, il y a un problème de taille, il y a un problème de complexité. Et nous avons vu tout ça sauter à la figure avec la crise financière au sein des entreprises financières. Donc plus personne ne questionne la complexité, la taille, surtout la complexité. Too big to fail, too big to be managed, too big to be understood, too big to be saved, too big to be regulated, etc., etc., etc. Donc il me semble que la simplicité, une réponse à cette question, c'est une certaine simplicité de manière à ce que le middle management puisse se reconnaître ou ne pas se reconnaître dans ce que fait l'entreprise. Donc ça, c'est, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais j'ajoute encore un point. Ce thème, quelqu'un a dit, je crois, en me présentant ce matin, qu'on gérait un concours éthique en finance pour les jeunes en dessous de 35 ans. Dans la dernière édition, pas celle qui vient de se terminer maintenant, mais celle d'il y a 2 ans, ce thème de tension entre les valeurs, mes valeurs et les valeurs de l'entreprise, c'était 30 ou 35% de tous les travaux qui ont été présentés comme étant une préoccupation des jeunes, comme étant le grand choc de l'entrée dans la vie professionnelle. Je rentre dans un environnement qui est friendly du point de vue de l'activité, du point de vue du salaire, mais unfriendly du point de vue des valeurs. Donc en fait, je suis obligé, pour certains disaient, pas tous, je suis obligé de mettre une barrière, une vitre quelque part au milieu, parce que tout simplement c'est incompatible et refouler mes convictions vers le week-end. Tout le monde ne le disait pas, mais certains le disaient, un genre de démission. Mais j'espère que c'est pas la seule attitude. Oui, peut-être, merci Paul, peut-être aussi deux, trois réflexions sur ce qui est la conséquence de la globalisation du monde auquel donc les entreprises sont confrontées. La première chose, bon, quand c'est global, c'est évidemment donc lointain. Les moyens de télécommunication sont là, mais enfin, c'est quand même lointain. Les langues sont différentes, les cultures sont différentes, donc il y a cette complexité-là. Deuxième élément, c'est que les choses se complexifient de plus en plus. Donc, se globalisent et se complexifient. Il y a de moins en moins de situations où on peut dire, dans un petit livre, dans telle situation, vous poussez sur tel bouton, vous aurez telle réponse. C'est de moins en moins le cas. Donc, le jugement des gens, en tout cas ceux qui doivent prendre des décisions, je dirais, qui intègrent cette complexité, le jugement des gens est de plus en plus important. Et alors la réponse que l'on donne, et on le voit dans beaucoup de livres de management, et je suis sûr que dans les MBA on l'enseigne, c'est l'empowerment, donc la délégation responsable. Ce n'est pas la délégation capitulation, c'est-à-dire on dit tu t'en occupes, je ne veux plus en entendre parler, c'est la délégation responsable, c'est-à-dire que tu sais répondre de ce que tu fais. Et alors, cet empowerment a besoin de repères. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es responsable, vas-y, et puis on verra. Donc, il faut quand même, non pas donner des instructions, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la délégation, mais il faut donner un cadre de référence dans lequel il puisse agir. Alors, il y a des objectifs chiffrés, tu dois atteindre tel chiffre d'affaires, tu dois avoir telle performance, ok, il y a tout ça. Mais il y a également des invariants. Des invariants sur lesquels il n'y a pas de compromis, et ce sont les valeurs.
Donc, on lui dit, écoute, ton mandat, tu l'exerces avec telle et telle valeur, tel et tel invariant, et là-dessus, nous serons inflexibles. Par exemple, chez nous, même si à court terme, on pourrait imaginer que ce serait bon pour l'entreprise, eh bien, toute discussion avec un concurrent est sanctionnée, mais sans discussion, par un licenciement. La personne le sait. C'est je dirais, un invariant. On ne transige pas. Ça, tu ne fais pas. Donc, ce sont des points comme ça qui sont très clairs, très bien expliqués, très bien communiqués, mais dans ce cadre-là, donc, il y a un mandat. Alors, ces valeurs sont importantes, parce que justement, elles expriment des convictions fortes de l'entreprise sur lesquelles aucun compromis ne sera fait. Et la définition de ces valeurs est un exercice très difficile. Alors, dans certains cas, on voit ça donc dans certains courants d'affaires, la valeur, c'est quoi? Shareholder value, point. Gagner du fric, le plus possible, et puis on s'en fout. Bon, c'est clair que ça, c'est une horreur. Et il y a beaucoup de business schools, je suis désolé pour les business schools, qui continuent à enseigner ce modèle-là. C'est évidemment quelque chose, je dirais, de hyper simplifié, réducteur et à la limite insultant pour l'homme. Mais je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas penser au shareholder value. Je vais arriver d'ailleurs à un autre concept. C'est évident qu'il est important. Mais ça ne peut pas être que cela. Je vous dis, c'est insultant pour l'homme. Donc alors on dit, voyons un contexte plus large. Et alors là, on arrive à de nouveaux modèles qui sont d'ailleurs toujours proposés par des Américains, parce que la shareholder value, c'est M. Friedman, prix Nobel, enfin, etc. Il y en a un autre, Michael Porter, qui vient de Harvard, lui, qui vient de proposer la shared value, donc la valeur partagée. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est simple, mais enfin, ça montre quand même que dans ce cadre-là, on donnera comme invariant, je dirais, dans le mandat donc, de la délégation, non seulement le profit, parce qu'évidemment, il y a ça aussi, mais également donc, le respect, par exemple, de l'environnement, le respect donc, du client, le respect du personnel. Enfin, donc, on mettra toute une série d'autres éléments sur lesquels donc, l'entreprise dira « je ne transigerai pas ». Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc, et c'est très différent des bureaux, des procédures où on tic de box, où il n'y a plus de conscience. Hein, donc, j'ai fait comme c'était écrit. On m'a dit de pousser sur ce bouton-là, j'ai poussé sur ce bouton-là. Ce qui est venu après, ça, c'est pas mon problème. Bien, ça, c'est une chose, je dirais, qui est évidemment inacceptable, qui existe encore, mais qu'il faut pouvoir faire évoluer. Il y a un magnifique exemple justement sur cette évolution. Je ne peux pas dire que je connaisse le cas de l'intérieur, je le connais uniquement de l'extérieur. Mais quand vous comparez ce que disait BP sur sa culture avant le Deepwater et après Deepwater, c'est un discours. Le premier discours était on est les plus efficaces, on est les plus performants, les plus rapides, etc. Le deuxième discours va dans cette direction. Nous avons des invariants. Nous avons des choses sur lesquelles on ne transige pas. Ça fait partie de notre culture. C'est communiqué à l'ensemble du management. Ça fait partie du ADN, ou en tout cas on l'injecte dans le ADN de l'entreprise. Je peux pas encore. Je cherche un contact avec BP pour voir dans quelle mesure dans quelle mesure c'est vécu. Mais en tout cas au niveau, ne serait-ce qu'au niveau du discours et de la manière dont on le communique, il y a un changement de 180 degrés. Bon, ils ont été, on peut dire que, en tout cas, peut-être ils ont tiré des bonnes conclusions de cette tragédie. Donc je fais un pas plus loin en me disant qu'une culture dans une entreprise ne peut pas vivre véritablement s'il n'y a pas des endroits dans cette entreprise ou ailleurs où on peut parler de dilemmes éthiques dans lesquels les collaborateurs, qu'ils soient réels ou imaginaires, c'est clair qu'il ne faut pas dire que c'est Pierre qui avait ceci et Jacques avait autre chose, mais il faut le dépersonnaliser, le décontextualiser, de manière à ce que on se rende compte que les décisions dont on lui parle, elles doivent reposer sur un savoir-faire en matière de discernement, de dilemme, de prise en compte de différentes dimensions, et que c'est à partir de là seulement que l'on progresse aussi sur le plan éthique, mais pas seulement sur le plan éthique. Et ça, il y a relativement peu d'entreprises qui sentent le besoin de rentrer sur ce chemin de
mettre en doute, de dire qu'il y a plusieurs. Il y a un des livres que j'utilise beaucoup dans mes cours d'éthique en affaires, c'est right versus right. Hein. Le problème, c'est right versus right. C'est pas qu'il y a, il y a un juste et un pas juste, mais c'est qu'il y a right versus right. Et il faut choisir entre deux right. C'est ça le cœur je pense que c'est ça le cœur du dilemme, et c'est ça le cœur de l'éthique. Maintenant, comment la jeune génération peut espérer changer ou peut espérer trouver des entreprises qui sont ouvertes à ce type de dialogue? Je pose souvent la question à des étudiants que je croise, dans quelle mesure, dans vos contacts, vous aviez eu une discussion sur les valeurs, les priorités, la manière la manière de voir le rôle de l'entreprise dans la société. C'est très très rare que quelqu'un me dise que ça a été abordé. Que ça a été abordé par, en tout cas, l'entreprise. Des fois, eux, ils essayent de aborder d'après ce qu'on me dit, mais ça fait pas partie d'un discours, en tout cas pas au niveau de la première embauche. C'est peut-être quelque chose qui mériterait d'être intégré, ou ça serait pas mal peut-être de lui accorder une certaine importance, étant entendu que tout le monde n'a pas nécessairement cette idée que vous mentionniez tout à l'heure, qu'il y a une manière que vous avez une vision de votre mission et que vous voudriez la faire en société. Beaucoup de gens, malheureusement, je pense, viennent parce qu'ils ont des besoins de survie et ne se posent pas d'autres questions. Voilà. Merci. Je voudrais revenir à la question fondamentale: que peuvent faire les jeunes et les cadres nouveaux ou moyens dans une entreprise? Alors, Paul Dembinski a dit ce matin, les comportements peuvent changer s'ils s'agglomèrent. Il a fait allusion à l'économie sociale qui est en train de changer en partie notre regard sur le marché. Je crois que pour les jeunes, et c'est la question qui domine ici, c'est une question de comportement et de courage dans les comportements. Vous avez dit l'un et l'autre que la culture, le software de l'entreprise, finalement était son âme, sa conscience, son moyen d'évoluer. Je crois que les jeunes peuvent s'engager dans la construction de cette culture. Tu as parlé, Paul, du top-down et du bottom-up. Eh bien, dans une société comme Solvay, le bottom-up existe. Et donc, les jeunes peuvent en profiter. Alors, d'un point de vue chrétien, je crois qu'il y a beaucoup de voies d'entrée dans ces comportements changeurs de culture. Je crois que la première doit être une conscience très ouverte sur le système. Je crois que le système est complexe, on l'a vu ce matin, Jacques l'a répété, mais il faut avoir le courage de voir à la fois les bénéfices de ce système, qui sont évidents, créateur de richesses, capable de tirer des millions et des centaines de millions de personnes de la pauvreté absolue. Bon, le marché concurrentiel et entrepreneurial a des vertus, mais il a aussi des défauts. Et je crois que la première entrée dans la construction d'une culture, c'est d'être lucide sur ses défauts. Et le discours officiel n'est pas lucide sur les défauts. Tout est beau, tout est bien. Il n'y a pas de critique. Ça ne me dérange pas que l'économie fonctionne et l'homme est au centre de l'économie. Ce matin, nous avons vu quelques bras se lever sur ta première question, ce qui est tout de même assez ahurissant. Mais enfin... Oui. Oui. Alors, première entrée, la conscience. Ne pas se laisser prendre dans la pensée unique et ne pas se laisser prendre dans le discours officiel, qui, dans beaucoup d'entreprises, comme tu l'as dit, reste très, très néolibéral. Deuxième entrée chrétienne, à mon avis, c'est ce que Jacques a dit, faire de l'entreprise un agent de progrès. L'entreprise est créative par essence. L'entreprise qui n'innove pas disparaît. Le point de vue
éthique, c'est de transformer cette créativité en progrès. Et le progrès implique le développement des personnes et le bien commun, comme ça a été dit ce matin largement. Et d'un point de vue chrétien, cette créativité transformée en progrès, c'est le concept de la co-création. Je crois que la nouvelle théologie et l'enseignement, la doctrine sociale de l'Église a de la peine à accepter ça, mais elle commence à le faire. Toute personne qui fait avancer par l'innovation, l'imagination, la créativité, un système peut être co-créateur si l'orientation est celle des valeurs de l'Évangile. Deuxième entrée, donc. Première entrée, être un peu prophétique par sa conscience. Deuxième entrée, être co-créateur, c'est-à-dire croire que le progrès est possible et y contribuer et y participer. Enfin, la troisième entrée, c'est celle de l'éthique et du bien commun. Il faut être extrêmement sensible et je crois que quand on est au bottom de l'entreprise, on peut rendre plus criard les cris de la souffrance humaine. Pour moi, une définition intéressante de l'éthique, c'est l'éthique commence au premier cri de souffrance humaine. Si le système fait souffrir des humains, il faut crier. Ça, c'est l'aspect éthique. L'aspect bien commun, l'aspect bien commun peut être abordé par une question fondamentale. Quel monde voulons-nous construire ensemble avec les moyens immenses sur le plan technique, scientifique, financier, managérial, organisationnel dont nous disposons? Et je crois que la voix des jeunes sur leur vision du bien commun, du monde à venir qui est déjà le leur, qui n'est plus nécessairement celui des dirigeants au pouvoir, est très importante. Donc voilà 3 voies d'entrée dans cette construction de la culture et dans cette transformation de la créativité en progrès dont vous avez fait allusion et que je voulais contribuer dans cette discussion. Merci. Je rebondis sur un point, c'est celui de l'innovation, avec une petite anecdote. Vous savez que en Angleterre, pendant une bonne partie de la dernière année, derniers 12 mois, a travaillé une commission sur les Banking Standards Commission, qui a pondu un énorme rapport dans lequel il y a des hearings, etc. Un des membres de la commission me racontait la situation suivante. Une des très très grandes banques, le PDG d'une des très très grandes banques est dans la salle, et la commission, un des membres de la commission lui pose la question, mais pourquoi existez-vous ? Avec un bilan qui est plus grand que le PNB britannique, pourquoi est-ce que vous existez? Et il sort, bien sûr, automatiquement, la petite chanson de la shareholder value, c'est pour rémunérer nos actionnaires, c'est pour faire du bénéfice, etc. Le gars de la commission dit, non, c'est pas de ça dont il s'agit. Qu'est-ce que vous apportez à la société? La crise de nerfs était telle qu'ils ont dû suspendre la séance. Le gars il était au bord d'un infarctus. Littéralement, paraît-il, j'y étais pas. Hein. Mais par contre, ce qui n'est pas dans le rapport, et paraît-il est vrai, je tiens de la même source, qui me dit quand 2 semaines après, il a convoqué le grand PDG à créer un groupe de travail à l'intérieur de l'entreprise pour répondre à cette question. Qu'est-ce que nous apportons à la société? Donc, quelque part, le license to operate, il est en vertu de quoi? Et je pense que c'est une anecdote qui montre que la shareholder value, elle a une raison d'être dans un milieu purement boursier. À partir de l'ensemble dans la société, la question, qu'est-ce que tu innoves? Qu'est-ce que tu apportes? En quoi tu améliores? Pas seulement les résultats, mais qu'est-ce que tu apportes au monde? Je crois que c'est une question qui peut-être, avec les changements, on a parlé dans l'autre groupe, on a parlé de la crise en tant qu'opportunité. Je pense que la crise, elle ouvre une fenêtre sur le questionnement, le raffermissement, peut-être la modification de la fonction de l'entreprise dans la société. Comme la société par action est née il y a 150 ans à peu près, pour répondre à des besoins, à des possibilités, à des sollicitations politiques, techniques, etc. du moment, peut-être aujourd'hui, ce cadre de référence est différent.
en intégrant des éléments dont nous avons parlé, et peut-être ça devrait se refléter dans un statut d'entreprise. Et je sais qu'on en a parlé avec Philippe il y a pas mal d'années. Est-ce que c'est une chose qui était totalement impensable il y a 10 ans? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait, pour des très grands, ou pour des trop dangereux, ou pour des très qui se sentent très responsables, enfin peu importe comment ça peut se faire, ça peut être un window of opportunity pour permettre de résoudre, à terme, elles ne seront jamais totalement résolues bien sûr, mais pour permettre d'apporter quelques éléments de réponse et d'encouragement à ces entreprises. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour du premier bloc? Je pense que oui. Hein? J'avais noté une question, je ne sais pas si c'est ici qu'il faut mais je trouvais très bonne. Comment garder l'espérance? Je ne sais plus qui l'a posé. Non, ici. Oui, voilà. Oui, comment garder l'espérance? Et ça revient un peu au titre de l'atelier. Hein, donc, cette crise économique, une chance, point d'interrogation. Et on en a un peu parlé dans l'autre atelier, mais donc, pour moi, les deux mots, crise et économique, sont imprécis, ne sont pas bons. Ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas une crise. Ça donne l'impression d'être une crise. C'est une transformation. Une crise, on est de A, on va à B, on retourne à A. Eh bien non, on va de A vers B, vers C, vers D. C'est une transformation qui ne s'arrêtera probablement jamais. Donc, et ça, il faut l'accepter. C'est une transformation. Le système change en permanence. Et puis, ce n'est pas économique. Oui, c'est aussi économique. Mais c'est une crise beaucoup plus fondamentale, je dirais presque existentielle, qui se pose. Et alors, il y a bien sûr des effets économiques qu'on voit et qui sont parfois même très douloureux pour beaucoup. Mais fondamentalement, je crois que l'homme est en train de mieux comprendre son rôle, ses responsabilités, ses limites, Fukushima. Enfin bon, donc il y a tout ça qui se passe. Et donc finalement, on se transforme, et la société se transforme, on se rend compte que la chose est plus globale, plus multidimensionnelle, et donc tout ça peut donner de l'angoisse. Et certains le disent franchement, on va dans le mur, voilà, plus d'espérance. On va dans le mur, c'est foutu. Il n'y a plus qu'à attendre que tout croule. Et bien ça, moi je crois qu'il faut dire non. Il faut dire non avec force, avec véhémence, en disant non. L'homme, il a démontré, donc c'est pas simplement un acte de foi, bien que celui-là suffirait aussi, mais enfin, donc l'homme a démontré dans son histoire qu'il avait en lui la capacité de résoudre ses problèmes. Les plus horribles problèmes qui aient jamais eu lieu sur la Terre, il y en a énormément, c'est toujours l'homme qui les a résolus. Après des horreurs, l'homme est intervenu. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'homme a dit maintenant, tout ça c'est terminé, on va proclamer vraiment ce qui est important. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme commence en disant « L'homme est doté de raison et de conscience ». Premier article. Et tous les droits sont déclinés sur base de ça et de son histoire. Raison, c'est toute cette capacité d'innover, de créer, de faire avancer les choses. Et la conscience, c'est de les faire avancer dans la bonne direction. Et ça, je crois que c'est... Est-ce qu'on est devant un moment de désespérance? Non. Un moment d'angoisse, probablement, et pour beaucoup, même énorme angoisse. Mais ceux qui le peuvent... autour d'eux, et on ne va pas faire de l'angélisme, chacun dans son propre rayon, doit pouvoir se dire non, c'est vrai, il y a un problème énorme. Pensons à ces 9,7 milliards d'habitants qui auront en 2050, c'est les derniers chiffres qu'on connaît. Comment est-ce qu'on va leur donner à manger, à boire, un logement? Donc c'est pas possible tout ça. Ben oui, c'est possible. Mais il faut que l'homme retrousse ses manches. Et que ces efforts soient mis dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction du bien commun. Alors il y avait encore un... Ah oui. Est-ce qu'on passe au volet plus macro? Oui.
vous enregistre. En vous écoutant, j'ai presque l'impression que cette crise transformation dont vous parlez, elle avait besoin d'advenir et que autrefois elle serait advenue suite à une guerre qui aurait opposé différents pays en Europe, ce qui n'existe plus, Dieu merci, grâce à la fondation de l'Europe, mais économiquement, on était arrivé au bout du système et donc finalement on a la chance que ça se passe pas en temps de guerre, mais même si les soubresauts ont des conséquences importantes pour les personnes. Est-ce que c'est... Oui, c'est une question fondamentale et difficile. Est-ce que cette crise était nécessaire ? Il n'est jamais bon ni facile de dire qu'il était nécessaire que des gens souffrent. Parce que c'est ça qu'on dit. Mais ce n'était pas nécessaire. C'était malheureusement une conséquence inévitable de dérives qui ont eu lieu. Le système a un peu perdu la boule. On a beaucoup parlé donc de tous ces phénomènes de spéculation et de shareholder value excessive, enfin tout ce qui s'ensuit. Et la conséquence de ça a été cette crise. Donc, je ne dis pas qu'elle était nécessaire, mais elle était une conséquence inévitable d'un système qui a déraillé, qui est devenu fou. Alors maintenant qu'elle est là, puisque c'était inévitable, elle est là, c'est l'occasion justement de bien réfléchir, de se dire, mais enfin, d'abord pourquoi, puis retourner un peu aux fondamentaux, les fameux invariants dont je parlais, mais au niveau de la société, et puis oui, impliquer les corrections qu'il faut. Alors, de nouveau, pas d'angélisme. Il n'y aura pas un coup de baguette magique qui va changer tout ça en une fois, certainement pas. Mais bon, si on regarde chacun dans sa propre sphère d'influence, on a son influence. Et donc, le tout est de l'orienter dans la bonne direction. Donc, cette crise n'était pas nécessaire, elle était malheureusement inévitable. C'est plutôt comme ça que je le dirais. Malheureusement. Maintenant qu'elle est là, je crois que c'est une chance. On se dit, mais non, elle est là, elle était inévitable. Eh bien, c'est une manière, c'est un moment privilégié dans lequel nous sommes pour dire, ben maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on change ? Vite ! Et ça, c'est... On se retrouve quelque part dans la situation de nos grands-parents après la guerre qui ont eu à tout repenser, tout reconstruire. Non, je crois que la grande différence entre les deux, et c'est ça le point central, je crois, tu l'avais dit dans l'autre atelier, pas dans celui-là, je dis, tout le monde, je crois, aujourd'hui est d'accord que c'est pas seulement une crise économique, qu'elle dévoile des couches de crise plus profondes, ou en tout cas où il y a questionnement, et le plus profond, c'est celui du sens. Et nos grands-parents n'avaient pas de problème, enfin, je suis pas bien placé pour en parler, mais ils n'avaient pas de question de sens. Il y avait le never again. Et le never again, ça donnait toutes les énergies du monde, je pense, pour aller dans une certaine direction dans laquelle ils sont allés avec beaucoup de courage et de persévérance. Je crois que c'est justement notre situation est très différente, parce que on dit on a une crise de sens. Où est-ce qu'on pourrait trouver la bouteille où c'est écrit sens pour qu'on puisse l'injecter et puis pour que tout puisse se remettre quelque part à fonctionner plus ou moins comme avant. Et on se rend compte qu'on est vide sur les bonbonnes. Les bonbonnes sens sont un peu épuisées. En tout cas, sens partagé. Peut-être chacun d'entre nous a le sens de soigner son cactus ou de promener son chien. Mais le sens partagé, dur. Et c'est le sens partagé dont on a besoin. Pas un sens individualisé. Je crois que c'est ça la véritable... Et progressivement, le diagnostic de la crise, je crois qu'il devienne même au niveau institutionnel, cette invocation du sens, du projet européen, du projet politique, du projet de vivre ensemble. Ça prend différents termes, mais la question, elle est là. Et il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de sortie de crise ou de transformation réussie, mais si cette case sens ne se remplit pas, et je ne vois pas par quoi elle pourrait se remplir si c'est par des types de groupes que l'on est en train de former et d'autres essayent de former pour partager, pour se rendre compte que les convictions, après avoir été refoulées dans le privé, il faut qu'elles fassent société. Et ces convictions, et si elles ne font pas société, on va de nouveau avoir des votations. La semaine dernière, il y a des votations à l'élection du Parlement à Genève. C'était absolument impressionnant. Le nombre de partis, de promeneurs de chiens, d'éleveurs de cactus, etc., etc. Qui fait cohérence ? Qui doit faire le politique démissionne ?
Il ne fait plus cohérence. Il répond à des demandes ponctuelles sur un point. Donc, le sens, c'est un véritable enjeu. Et qui dit sens dit éthique. Et qui dit sens dit éthique. Et je pense que nous sommes plantés pendant quelques décennies sur le fait qu'on a pris des moyens technologiques et techniques que nous avions, qui étaient des moyens, on a substitué les moyens à la discussion au sens. Et chaque fois que tu as dit que la crise était inévitable, elle n'a pas été évitée. Est-ce qu'elle était inévitable? Elle n'a pas été, en tout cas, on n'a pas voulu l'éviter parce qu'on était aveuglés sur les réponses techniques. On était convaincus que les moyens de contrôle, de supervision financière, de contrôle, l'efficacité des marchés n'allaient jamais aboutir à cette solution catastrophe. Que la technique, elle était là pour nous protéger de tout ça. Et aujourd'hui, la crise, elle ouvre la question du sens. Et elle ouvre une autre question, et j'embraye sur la question de restructuration, c'est qu'on a découvert que pendant 30 ans, on a fait du commerce du futur. Ça veut dire de la dette. Qu'est-ce que c'est que de faire crédit? C'est de faire commerce du futur. Dans les deux sens. Moi qui m'endette, j'engage mon futur, et celui qui me prête, il quelque part, il prend une hypothèque sur mon futur. Et cette situation, et on le voyait monter, mais on voulait pas le voir parce que encore une fois, le marché allait résoudre, le marché allait le pricer, le marché, etc. Donc la question, elle est aujourd'hui, elle est fondamentale. Est-ce qu'on peut vivre avec un avenir bouché? Et je pense que votre travail au quotidien, c'est comment est-ce qu'un pays peut vivre avec un avenir bouché? Je donne ma réponse. Pardon? Vous pouvez, elle est très courte. Hein. Sans restructuration fondamentale, il n'y a pas d'avenir. Sans rééchelonnement fondamental. Et ce n'est pas de la dette grecque ou de la dette portugaise qu'il s'agit. Il faut rééchelonner l'endettement. On l'a fait en 1933, on l'a fait trop tard. Avec les réparations allemandes, on l'a fait trop tard. On l'a rééchelonné sur 50 ans. On s'est rendu compte que c'était impossible. C'est clair qu'il y a des mesures d'accompagnement à prendre, parce qu'on ne peut pas planter l'ensemble du système financier. Il faut lui donner la possibilité de le supporter. Mais c'est une des seules choses que la finance, enfin que les banquiers ne veulent pas entendre, et les pensionnaires non plus, ne veulent pas entendre, c'est qu'ils ont perdu une partie de leurs actifs. Ça, c'est la dernière chose qu'ils voudraient entendre. Mais à mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Et là, je reviens sur une analogie biblique sur laquelle on avait travaillé il y a une quinzaine d'années, sur la notion du jubilé. Cette notion du jubilé, et on avait fait un séminaire sur le jubilé à la fin des années 90 à Jérusalem avec des théologiens, avec des praticiens. C'était la campagne Jubilé 2000 de désendettement du tiers-monde. Il y avait tous ces gens-là. Et à la fin du colloque, quelqu'un a dit, mais en fait, le jubilé, c'est une bonne crise financière. On nettoie les ardoises. Et elle permet de repartir. Et je pense que c'est quelque chose à méditer. C'est une inscription de l'activité économique dans un temps exogène. Nous, on a endogénéisé le temps. Là, c'est se remettre à un calendrier préétabli tous les 50 ans. Ben, si tu t'es pas fait rembourser, si tu as trop prêté, c'est à la casserole, tu perds. Et enfin bon, on peut pas passer tout de suite demain à l'Union européenne ne va pas adapter le système du jubilé, mais je pense que on ne peut pas de redonner de l'espoir, de l'espérance et du sens en disant à la jeune génération qui est à moitié au chômage, maintenant pendant 50 ans, tu vas rembourser les dettes du papa et du grand-papa. C'est pas un message. Personne d'entre nous ne prendrait ce type de défi, non? Je sais pas, mais... Ouais, moi, j'aurais de la peine à dire, maintenant, pendant 50 ans, les 30 premières années de ta vie professionnelle, tu vas payer pour papa et grand-papa, et puis ensuite, tu auras ta vie. Grand-papa dit merci. Grand-papa dit merci. Un surplus? Oui, surplus, justement. Mais là, on avait... L'endettement de la Belgique est en train de décroître. Oui, mais en Suisse aussi. En Suisse aussi. Pas depuis si longtemps, mais depuis 2005, 2006, je crois. Oui, donc c'est... 2006, ça accroît de nouveau. Mais entre 92 et 2016, c'est 63% du budget allemand. Oui. Oui, mais dans les pays dont vous avez vous occupé, c'est pas tout à fait ça. C'est tout à fait. Et je pense que c'est le problème numéro un, c'est de réfléchir à une restructuration de la dette, et pas seulement des dettes publiques, il y a aussi la question des dettes privées. Si on avait, à l'époque, quelqu'un avait fait le calcul avec le subprime,
si l'aide aux banques avait servi pour payer directement les hypothèques, ça aurait coûté moins cher et il n'y aurait pas de crise financière. Et il y avait même un ou deux papiers dans je ne sais plus quel journal bien sûr de province qui disaient mais faites ça et personne bien sûr n'a voulu le prendre, soit ne les a pas lus, soit n'a pas voulu suivre ce type d'idées qui sont complètement contre l'esprit de la finance. Dans le sens tu t'es engagé, tu dois payer, on ne va pas te faire des cadeaux. Même si ça peut faire trembler les affaires systémiques. Donc je pense que la question du sens, aussi longtemps qu'on n'aura pas répondu à la question du sens, il ne va pas y avoir d'espérance. Et vivre dans un tunnel de dette, c'est juste insupportable. Donc moi je me dis qu'à un moment on sent, je ne connais pas le Portugal, je connaissais bien l'Italie, je connais assez bien l'Espagne, j'ai l'impression qu'il y a un étouffement et que cet étouffement cherche des points de sortie. Un des points de sortie, c'est la restructuration. Un autre point de sortie, qui est en bonne partie déjà en route dans ces pays, c'est le retour à un genre d'économie domestique ou de l'économie de la débrouillardise. Mais je pense que cette économie-là devrait être reconnue. Enfin, dans le sens juridique du terme, parce qu'on le considère comme étant des moyens de survie. C'est une autre manière de créer de la richesse. N'oublions pas, c'est une autre manière de créer de la richesse qui pourrait fonctionner comme une roue de secours, voire même comme un moteur de la croissance future. Tout à fait. Alors justement, cette multiplicité de formes, de tentatives et de choses comme ça, qui porte une étiquette, mais c'est une grande hétérogénéité, mais elle est toujours, enfin pas toujours, mais elle est quand même considérée comme étant non fiscalisée, donc ennemie de toutes les politiques. Et c'est la zone la plus c'est ça. Exactement. Donc je pense que c'est dans ces deux directions que peut-être l'espérance peut venir. D'un côté le désendettement et de l'autre côté la reconnaissance ou le fait de redistribuer les moyens d'activité économique aux ceux qui en sont aujourd'hui privés. Alors, cette crise n'était pas un résultat de cupidité simple. C'est que aussi notre leader de religion ont remarqué là-dessus que en fait on ne peut pas gagner l'argent par rien fournir à la société. Mais là, il y a ce greed, cette avidité, de cupidité, etc. Et là, il y a quand même une belle histoire. Il y a deux aspects. Il y a un aspect social, il y a un aspect de discours public. La théorie économique, à un moment donné, a dédouané le greed. Elle a dédouané notamment la théorie financière, en disant les vices privés font des vertus publiques. Je suis cupide, je fonctionne pour mon égoïsme, mais le mécanisme de marché transforme ça en croissance, en efficacité, en spécialisation. Oui, mais revu. C'est la main invisible. Oui, mais revu et corrigé par Madame Thatcher. Tu sais. Mais oui, ça c'est juste. Mais ensuite, avec Adam Smith, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y avait un premier ouvrage d'Adam Smith, La théorie des sentiments moraux, où il met l'accent sur la moralité. Et bien sûr, la discussion infinie, c'est de savoir s'il y a deux Adam Smith, comme certains disent qu'il y avait deux Marx, où il y a un seul Adam Smith. Donc voilà. Et ce qui s'est passé dans les années 70, c'est évident avec le film Wall Street One. Qui d'entre vous a vu le film Wall Street One? Ben voilà. Cette scène fascinante où Michael Douglas, qui joue un prédateur d'entreprise, fait un speech devant l'Assemblée en disant « Greed is good. Greed is good for me, greed is good for you, for the enterprise and for America. » L'équation, 87. Un film emblématique. Et vous connaissez la suite? Allez sur YouTube, FBI, vous allez voir Michael Douglas, 2008 ou 2009, dit... il y a 30 ans, j'ai joué ce Gordon Gekko dans le film, etc. J'ai dit ça. But it was a film. It was a story. If a deal seems too good to be true, that it is not true. Et puis, si vous avez des informations à donner, téléphonez au FBI. C'est impressionnant. C'est impressionnant à quel point ce film, enfin c'était la génération
qui m'a juste suivi. C'était mes premiers étudiants, ils étaient à peu près dans cette année-là. Ils étaient en train de terminer leur étude. À quel point cette libération morale, c'est une libération morale. On sort du cancer moral. Avant, il y avait encore des barrières morales. Ils disaient oui, bon, la cupidité fait partie de la nature humaine, mais enfin, c'est pas très bien. Il y a des limites, il y a des choses qu'on peut pas faire. La rationalité a fait tout sauter. Donc oui, il y avait le greed, mais il n'y avait pas que le greed. D'ailleurs, c'est vrai que pour Adam Smith, il a écrit ce livre, The Wealth of Nations, et l'autre, donc, The Theory of Moral Sentiments. Et alors, certaines sources disent qu'Adam Smith lui-même disait que The Theory of Moral Sentiment was a much better book que The Theory, donc The Wealth of Nations. Donc lui-même, un peu comme le gars, donc lui-même disait, mon meilleur livre, c'était quand même le Moral Sentiment. Oui, et puis la question, est-ce qu'ils se complètent ou est-ce qu'ils s'opposent, hein? Oui. C'est ça le clou. En fait, ils se complètent. Bah, ça dépend de la lecture. Mais ça dépend de la lecture. Hein, ça dépend de la lecture. La lecture dans les business schools de value, c'est plutôt un seul. Ouais, voilà. Vous avez eu un discours très constructif et rassurant, mais humblement, je vais poser ma petite question. Oui, faites. On est là pour ça. J'ai peur que la crise nous explose en pleine face. Et que ce qu'on a vu, la crise dont vous parlez de se transformer est nécessaire. Donc ça, j'ai bien compris tout ce que vous avez expliqué. Évidemment, je suis totalement d'accord avec vous, j'ai compris, mais j'ai ce sentiment que que les excès vont nous exploser à la tête et ça ne va pas tenir compte de tout ce que vous avez dit, de la transformation. Et c'est le sentiment de beaucoup de citoyens. Et vous avez utilisé le bon mot, excès. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ouais. Oui. Et ça on rentre dans l'autre dimension de l'homme, c'est la partie conscience. Ça, c'est clair que à partir du moment où il y a des excès, où on veut donc vivre, je dirais, sur un travail qu'on ne fait pas et des choses comme ça, c'est clair que ça ne peut pas tenir. Et c'est un des problèmes, je crois, qu'il y a eu également dans l'éclatement de la bulle financière, donc les subprimes, etc., c'est que le modèle fonctionnait parfaitement en marginal. Qu'est-ce qui se passe si 5% seulement, donc 5% de prêts ne sont pas remboursés? Parfait, ça tient le coup. Mais le problème, c'est que personne n'avait prédit que, d'abord, ça n'a pas été 5%, c'était plus. Et puis, il y a eu un phénomène, je dirais, d'enchaînement qui a fait que tout le système s'est écroulé. Et ça, c'est clair. Donc, et c'est là, je crois qu'il est indispensable, là où nous sommes, là où nous avons donc, notre influence, de faire en sorte que ces excès n'existent plus. Et là, les business schools ont un énorme rôle et une énorme responsabilité. Parce que continuer à dire, comme certaines le font, shareholder value est uniquement ça. D'abord, c'est insultant pour l'homme, ça je l'ai déjà dit, mais ensuite, c'est donner des illusions à des gens. Et bon, puis ces illusions, il y a des cabinets donc brillants donc de consultants qui engagent ces gens qui sortent de business school, qui envoient ces mêmes experts, donc ces jeunes consultants, dans des pays ou dans des sociétés encore peu mûrs, qui n'ont pas le recul que l'on connaît maintenant, qui appliquent littéralement les recommandations et qui font un dégât fou. Ça, c'est clair. C'est clair. Sur la crise qui vous explose en pleine figure, je voudrais tout de même, c'est un problème majeur pour votre génération, elle explose. Et donc, il faut vous préparer. Je crois qu'on ne va pas sortir de la crise facilement. Elle va être longue, elle va être difficile. Il n'y a pas de remède tout fait, vous l'avez dit. Vous ne pouvez pas noter la réponse de Paul Dembinski. C'est tout à fait évident. Non, il faut, je crois, se préparer à la souffrance. Nous avons vécu dans une période initiée par les 30 Glorieuses après la guerre. Ma génération, la tienne, la vôtre, en a bénéficié. Je crois que les temps vont devenir plus durs et qu'il faut s'y préparer. Et le discours d'analyse sur la crise est intéressant, mais la sortie de la crise n'est pas évidente.
Et je pense que ce serait leurrer les jeunes de dire que tout va s'arranger. Ça, c'est pas vrai. Et donc, il faut vous préparer à des temps plus difficiles. Dominique Gential, qui est là dans un autre carrefour, qui est curé de la paroisse universitaire de Louvain, qui est un des moteurs de la communauté de l'Emmanuel, a écrit un livre sur l'Apocalypse qui est très intéressant. Il reprend René Girard, qui parle beaucoup de l'Apocalypse, qui est l'apparition de la vérité de l'Évangile. Eh bien, je crois qu'il y a là, d'une certaine manière, une clé. Quand les temps deviennent durs, les valeurs profondes, les invariants, comme tu disais, Jacques, reprennent le dessus. Et je crois qu'il faut aussi espérer qu'on va trouver les moyens techniques et économiques pour en sortir, mais aussi préparer, je dirais, les comportements, les cœurs et les âmes à affronter cet apocalypse où il faudra opter pour les valeurs évangéliques. Hölderlin, le poète allemand qui, devant l'horreur des guerres napoléoniennes, s'est enfermé dans un mutisme absolu, et il a écrit des poésies admirables, et il a dit « Il est loin le Dieu, mais là où le danger augmente, le remède vient de lui. » Quelque chose d'approchant. Je crois qu'il y a là une piste qui rejoint ce séminaire. Il n'y a pas que des solutions techniques, il n'y a pas que des valeurs, il y a les comportements, comme tu disais ce matin, et les comportements devront de plus en plus être faits de courage et de croyance, je crois. Si je peux prolonger cette magnifique réflexion avec deux points. Le premier, c'est de dire que ça nous permet pas d'abandonner le système, enfin où nous sommes, c'est-à-dire qu'il faut chercher, comme tu disais, avec courage, des solutions nouvelles aux problèmes qui se posent. Donc, il ne faut pas partir d'une situation de perdant. Donc il faut. Et puis une manière d'augmenter la possibilité de répondre de la manière dont tu parles, se préparer à ça, c'est de reprendre une partie de l'autonomie. C'est dans les programmes de restructuration, des choses comme ça, c'est ce empowerment dont tu parlais au sein des entreprises, mais le empowerment de la population et des gens de gérer leur vie avec, que ça soit le bricolage, l'économie familiale, le voisinage, l'économie sociale et solidaire, comme étant un autre poumon de la vie en société, à l'économie marchande que nous avons connue. Et avec ces deux pieds, il sera plus facile peut-être de marcher, parce qu'on a tout mis sur et encore une fois, un parallèle avec l'Europe de l'Est, vous vous souvenez, sous le communisme, il y avait le système des réseaux, le système de connaissances, le système de voisinage, qui était la soupape de sécurité qui permettait de vivre dans l'absurde, qui faisait que l'absurde, malgré tout, n'a pas étouffé encore tout le monde. Mais il y a quelque chose d'analogue, pas par rapport à l'absurdité, mais par rapport à la capacité de survie qui est en train de se mettre en place, puisqu'il y a de plus en plus de temps libre. Ce temps libre, les gens font quelque chose. Alors que ça soit des jardins, que ça soit du bricolage, que ça soit de ci et de ça. Donc il y a une réaffectation des ressources. Il faut encourager, à mon avis, c'est ce que je disais à propos des... Il faut encourager cette réaffectation des ressources vers une économie peut-être moins monétaire, moins marchande, mais qui permet aux gens de vivre mieux. Enfin, de vivre. Est-ce qu'on a fait notre... Il y avait encore un point sur Bretton Woods, là. Est-ce que... Ah voilà, très bien. Ah, voilà, super. Alors, deux mots peut-être en guise d'introduction sur Bretton Woods. Bon, Bretton Woods, c'est cette conférence en 1944. Et j'ai raconté une anecdote là dans l'autre groupe. On nous a amené en 1994, à 50 ans d'anniversaire de cinquantenaire, on nous a amené quelques jeunes économistes à l'époque à Bretton Woods, à la rencontre de ceux qui faisaient partie encore des délégations à la conférence de Bretton Woods. On s'est retrouvés une cinquantaine pendant une semaine. Et un de ces messieurs, à l'époque, a dit « Nous avions une capacité extraordinaire de bâtir un nouveau système pour deux raisons. On avait le souvenir de l'horreur, enfin l'horreur était encore là, et puis on avait une table rase, parce que le monde était tellement détruit
qu'il n'y avait pas de brique sur brique, donc on pouvait à peu près tout faire. Bien sûr, il y avait des contraintes politiques, etc. Et il ajoutait, je vous plains, vous, en nous regardant, parce que votre monde va mieux, mais il ne va pas très bien, et vous avez une table encombrée de choses, de scories de différentes sources, vous n'avez pas cette marge de manœuvre, et vous n'avez pas le sens que nous donnait, pour reprendre la discussion qu'on avait, vous n'avez pas le sentiment du sens que nous donnait l'horreur de la guerre. Donc il avait posé le diagnostic de la situation dans laquelle on se trouve. Ça me revient depuis quelques années, cette vision. Donc ce Bretton Woods, il a posé un système, on ne va pas revenir sur les détails, mais il y avait une idée qui était cruciale, qui était soutenue par Keynes, qui avait vu les choses très clairement, c'est que qu'est-ce qui est dangereux pour l'économie mondiale, c'est aussi bien des pays qui ont un déficit externe que ceux qui ont un surplus externe. Donc la faute, elle est des deux, ou le danger est des deux côtés. Et ça, c'était un diagnostic qui n'a pas reçu la majorité. Et on a fait l'ensemble des institutions pour punir le débiteur. Hein? Bon, ensuite, ça a sauté en 71. Mais l'idée était, c'est le débiteur qui est coupable, alors que Keynes disait attention, attention, attention. Pour qu'un jeu soit équilibré au niveau international, au niveau commercial en tout cas, il faut que la charge de l'ajustement soit portée par les deux côtés. Alors bien sûr, aujourd'hui, quand on revient à ces discussions, aujourd'hui, quand on a des pays surplus comme les Américains, comme les Chinois ou les Allemands, et quand des pays déficitaires, à peu près le reste du monde et les États-Unis, avec les États-Unis en tête, on se dit, il n'avait peut-être pas tout à fait tort, monsieur Keynes. Mais bon, donc depuis 40 ans, depuis 71, on est dans un non-système monétaire international parce que tout a sauté. Hein, ça, je crois que donc les institutions de Bretton Woods, je ne veux pas dire que c'est des scories. L'OMC fait son travail, la Banque mondiale fait son travail, le FMI essaye de trouver un mandat, mais ça ne fait pas système. Ça ne fait pas système, c'est des institutions. Et on est dans un non-système. Et le FMI, il fait ce qu'il fait, mais c'est quand même une petite organisation. Avec ses compétences, avec son aura, des fois mal acquis avec les programmes d'ajustement structurel, mais qu'il a abandonné en bonne partie. Donc, moi, je dirais que le FMI n'est pas... Les institutions de Bretton Woods ne sont pas un problème. C'est peut-être leur absence qui est un problème. Il n'y a pas de système. Et il n'y a pas d'idée d'un système. Je viens de faire un rapport, si ça vous intéresse, pour certains d'entre vous, pour une fondation qui s'appelle Caritas in Veritate, qui fonctionne pour les organisations chrétiennes au sein des Nations Unies sur une lecture chrétienne de la crise financière. Le constat de non-système apparaît comme un des éléments majeurs. Et la réponse à ça, c'est pas de bricoler sur un coin de table comment est-ce que le monde serait gentil si on le réorganisait. Le point central, je crois, et je pense que ça serait très intéressant de voir dans quelle mesure tu es d'accord avec ta perspective d'entreprise, c'est que à Bretton Woods et encore aujourd'hui, on raisonne comme si le monde était une juxtaposition de petits carrés comme ce sol, et chaque carré, c'est une nation hermétique, fermée sur elle-même, on va dire l'économie internationale. L'économie est transnationale. Transnationale. Les entreprises sont transnationales, la finance est transnationale, la télécommunication sont transnationales, et nous, on raisonne en termes de nation. Je dis ça en Suisse des fois, ils n'aiment pas beaucoup entendre, que les autorités politiques sont des gestionnaires d'aéroports. C'est des gestionnaires d'aéroports. Alors peut-être aux États-Unis c'est un peu plus, mais il y a un trafic transnational. Puis de temps en temps, ça a besoin de se poser quelque part. Ça se pose sur des lieux qu'on appelle les localisations et qui ressemblent de plus en plus à des aéroports. Donc on doit penser une régulation internationale d'avenir, si le monde ne s'écroule pas entre-temps, qui conjugue plusieurs logiques. Donc il y a la logique internationale de la légitimité démocratique, mais ça suffit pas. Il y a la légitimité qui vient des très très grandes entreprises qui ont une légitimité propre du fait qu'elles peuvent faire des choses au niveau mondial et il faut qu'elles soient intégrées dans la gouvernance mondiale. Il y a la dimension médiatique qui est importante. J'avais compté 6, je me souviens plus de toutes les 6. Mais en tout, et il y a la dimension prophétique. Regardez le rôle des leaders religieux dans le fait de voir le bien commun. Ça n'arrête pas d'augmenter, ça a toujours existé, mais aujourd'hui les médias leur donnent une place incomparablement plus grande qu'il y a 10 ans. C'est impressionnant. Donc il y a un rôle aussi de légitimité prophétique dans le cadre de cette nouvelle gouvernance à inventer. Elle n'est pas simple, mais elle doit conjuguer différentes légitimités. Jusque-là, on a fonctionné sur une seule légitimité, que ce soit à l'intérieur du FMI ou de l'OMC ou d'autres organisations. C'était international. Il faut que ça devienne transnational. Alors l'Europe essaye, mais un peu de transnationalité. Mais bon, on voit que c'est difficile. Mais on est très très loin de ça au niveau mondial.
Je ne sais pas comment tu vois cette transnationalité. Non, moi, tout à fait. Il est évident, on en a un peu parlé tout à l'heure, que le monde est global et complexe. Hein, donc, on l'a dit, et il a de plus en plus de dimensions, et ça, c'est tout à fait exact. Et alors, justement, c'est une chose aussi à laquelle on réfléchit. Donc, on a besoin de changement. Alors, la théorie du changement, donc, il y en a beaucoup. Et donc, il faut changer, se transformer donc, en permanence. Et alors, pour changer, il faut 3 choses. Il faut d'abord savoir dans quelle direction on veut changer. Oui, mais c'est pas indifférent. C'est-à-dire qu'il faut avoir un jugement correct, un bon diagnostic en disant on est là, ben on veut aller là, et donc voilà la direction dans laquelle on va. Donc c'est toute la discussion sur le sens qu'on vient d'avoir. Dans quelle direction donc veut-on vraiment changer? Deuxième chose qu'il faut, c'est un système bien câblé, et donc pas des carreaux qui sont donc déconnectés. Donc il faut vraiment donc une organisation, il faut un système, il faut une gouvernance qui s'adapte au système en question. Et troisième élément, il est fondamental aussi, des comportements, une culture qui irrigue le système, qui irrigue le sens et qui fait que finalement donc que tout ça tient bien ensemble. On n'a pas le temps de faire l'exercice, mais faites-le calmement chez vous. Retirez un de ces 3 éléments, sens, système, culture et comportement, vous verrez que ça ne marche pas. Ou enfin, ça dit que ça va n'importe où. Alors justement, on a parlé du sens, on a parlé de la culture et des comportements, et on a un peu parlé des systèmes. Eh bien, je crois qu'effectivement, au niveau des systèmes, on a parlé de gouvernance mondiale, c'est vrai, mais ce n'est pas demain la veille qu'on va avoir une gouvernance mondiale. Mais en attendant, de nouveau, de chacun dans son rayon, on peut essayer d'avoir, et je crois que j'en suis convaincu, des bonnes connexions entre, je dirais, le monde qui a le bien commun en main, c'est-à-dire le monde politique, le monde académique, l'éducation, fondamentale, et alors, bien entendu, le monde des entreprises. Et il faudrait essayer d'arriver et ça existe, on le voit, donc de plus en plus d'ailleurs, on voit apparaître des partenariats publics, donc private-public partnership, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc il y a déjà à gauche ou à droite des essais qui sont faits. Puis ces essais, il y en a qui échouent, il faut l'accepter, il y en a qui fonctionnent. On devrait beaucoup plus parler de ce qui fonctionne et inspirer d'autres pour démarrer et donc petit à petit construire, je dirais, des îlots qui fonctionnent. Et ça, c'est la réponse, je dirais, que pragmatique que l'on peut donner aujourd'hui. Alors on pourrait dire maintenant, tout le monde s'arrête, les 7 milliards de personnes sur la Terre font un référendum et se mettent d'accord sur un nouveau statut de la gouvernance mondiale. OK, mais je ne crois pas que ce soit terriblement réaliste. Donc je crois qu'il faudrait faire un phénomène plutôt bottom-up et arriver avec des choses qui fonctionnent à gauche ou à droite. Et là, je crois que donc c'est le travail de ce que je disais, il faut se retrousser les manches, chacun à sa place, on peut essayer de faire quelque chose. En tout cas, je crois qu'on a le devoir d'essayer. Mais on aura toujours besoin d'une troïka quelque part. Oui. Dans un monde qui est globalisé avec des valeurs qui sont, je vais dire, plutôt judéo-chrétiennes, européennes, américaines, comment est-ce que vous voyez un dénominateur commun émerger pour 5, 7, 10 milliards de personnes ? Alors là, c'est une question qu'on entend effectivement souvent, et on dit que les droits de l'homme, finalement, c'est plutôt un peu occidental, etc. Eh bien, c'est une chose qui me frappe Bon, évidemment, je me limite au monde que je connais, très modestement, c'est-à-dire le monde des entreprises, mais j'ai eu l'occasion, personnellement, d'être confronté dans des négociations, c'est-à-dire vraiment... Quelque part, il y a 2 parties de la table, hein, donc c'est vraiment du arm's length. Dans les négociations, eh bien, j'ai été confronté avec des négociations avec des Chinois, avec des Indiens, avec des Japonais, mais aussi avec des Américains, des Allemands, des Anglais, des Argentins, des Brésiliens. Il y a 2 mots
que j'ai entendu chaque fois. Et ils reviennent à un moment ou l'autre de la discussion. Fair and reasonable. C'est raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ma raison me dit que c'est raisonnable? Fair, l'autre dimension. Est-ce que c'est juste? Raison et conscience. Et ça, c'est une chose, je vous assure, je l'ai vu partout. Ça arrive à un moment ou l'autre, quand on pousse trop, ou bien on peut poser la question, est-ce que tu trouves que c'est fair? Ils comprennent la question, ils savent très bien ce que ça veut dire, puis après, bon, ils vont peut-être pas l'utiliser, ça c'est autre chose, mais ils savent très bien que ça existe. Et ils le comprennent. Alors après, c'est des rapports de force, et parfois on dit c'est pas fair, je le fais quand même, hein, c'est pas raisonnable, je le fais quand même parce que je suis en position de force. Et ça c'est vrai. Mais le fait de les interpeller sur ces deux concepts-là, c'est une chose que j'ai vue partout. Pour prolonger en un mot, il y a une initiative de grands chefs d'entreprise, le Business Roundtable, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont commencé il y a une vingtaine d'années à se poser cette question avec justement des chefs d'entreprise qui venaient du Japon, des États-Unis et de l'Europe. Donc il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait déjà ces deux grandes constituencies. Et si vous lisez ces Co-Roundtable Business Principles, qui ont été en quelque sorte passés par la moulinette des sensibilités, des valeurs, des éthiques, des trois grandes groupes de chefs d'entreprise, disait que peut-être c'est pas impossible. L'idée de la contribution une meilleure vie du bien, enfin de la communauté n'est pas absente. Il n'y a pas seulement le business, le reasonable dans le sens toi et moi, mais il y a le reasonable dans le sens donc et plus on se connaît, plus probablement des choses se décantent. Au Moyen-Âge, il y avait l'ex mercatoria qui était là pour régler les rapports entre commerçants venant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est le mores mercatorum aujourd'hui qui est en train d'émerger et dans lequel beaucoup de choses ce que tu disais, il y a un common sense qui est en train de se développer au niveau de la vie des affaires. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est dans tous les pans de la société, dans tous les pans de la vie religieuse, mais ça permet de se comprendre et de faire du business ensemble. Donc, oui. Non, oui. Ah, ça, c'est une grande différence. Mais chez les financiers, est-ce qu'il y en a tout court? Hein, il y avait cette étude faite par la Church of England il n'y a pas longtemps sur est-ce que vous savez ce que ça veut dire my word is my bond dans la City. Et 30% des gens savaient. 30%. Voilà, je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous a été imparti. Merci à tous. Merci Paul. C'était très sympa d'échanger. Sans préparation, hein, c'était